Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Comme vous pouvez le constater, on va se transporter un peu dans une boutique de jouets en première partie d'émission. En fait, on retourne en enfance, en tout cas dans mon cas, parce que ce sont des pièces magnifiques. Et mes deux premiers invités sont des passionnés, des collectionneurs en fait de jouets anciens et propriétaires de Expo Jouets Québec. Il s'agit de Stéphane Corriveau et Marlène Lemieux. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Merci. Ce sont des pièces magnifiques. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Mais d'abord, parlez-nous un peu de votre passion. Comment est venue là, cette idée de collectionner des jouets anciens et cumuler avec votre passion aussi pour l'histoire et tout ça. Donc, peut-être nous en parler un peu. Oui, c'est sûr, c'est ça. À la base, c'est l'histoire qui me passionne beaucoup. En fait, ironiquement, c'est quand j'ai décidé de me départir de mes propres jouets d'enfance que j'avais que j'avais conservés dans ma famille, en fait. J'ai toujours pensé que mes enfants joueraient avec quand c'est pas de leur génération. Donc, à un moment donné, je me suis dit, OK, on va s'en départir. C'est quand je suis rentré dans le monde des collectionneurs. C'est sûr, en voulant les vendre, on voit sur les plateformes comme eBay, je me suis mis à me questionner à savoir qu'est-ce qui s'était fait avant ma propre génération. Plus que je fouillais, plus que même j'avais déjà demandé à mes propres parents qu'est-ce qu'il y avait eu quand ils étaient enfants. C'est sûr qu'au Québec, c'est une autre réalité, en fait. Dans les années 40, dans les années 50, c'est pas tout le monde qui avait des jouets ou qui avait l'argent, en fait, pour acheter des jouets. Mais plus que j'allais plus loin dans le temps, plus que ma passion, dans le fond, elle se développait. J'ai remarqué que, dans le fond, tout le côté histoire, l'évolution des matériaux, tout ce qui a influencé, en fait, l'industrie du jouet, c'est là que j'ai la passion à s'est développée. Ouais. Quand on parle de jouets anciens, là, on remonte à peu près entre quelle année et quelle année à peu près pour vous, là, pour avoir de l'intérêt pour ces jouets-là? En fait, nous, on couvre vraiment avec notre entreprise qu'on a mis sur pied au niveau de l'industrialisation du jouet. Aux États-Unis, on peut aller jusqu'aux années 1830, mais c'est sûr qu'il y a eu des jouets avant, il y a eu des jeux, mais c'était plutôt des artisans, en fait, qui fabriquaient des jouets. Mais nous, on couvre vraiment à peu près les années 1830 aux années... c'est rendu qu'on couvre même notre période quand nous, on était jeunes, les années 80. Donc, on intègre dans nos expositions des jouets des années 80. Madame Lemieux, j'imagine que vous partagez la même passion. Oui. Bien, moi, à la base, j'avais déjà une passion pour l'Antiquité. Fait que c'est sûr que... Puis je suis nostalgique aussi des jouets que j'ai eus quand j'étais petite puis que j'avais chez mes grands-parents. Fait que c'est sûr que moi aussi, j'avais un intérêt à la base, là. Bon. Vous dites que vous êtes passionné d'histoire. Donc, quand vous décidez d'acheter un jouet, donc, il faut que ce jouet-là représente quelque chose pour vous également au niveau historique. Historique, oui. Il faut qu'il y ait un lien vraiment qu'on puisse rapporter, dans le fond, durant nos expositions. C'est sûr que notre entreprise a commencé, tout de suite au départ, là, je vous fais un petit bref historique. Dans le fond, on a commencé à collectionner en 2013. Mais j'avais déjà l'idée de faire quelque chose avec ça, puis de pouvoir peut-être souvent, en fait, la famille venait à la maison, puis je voyais l'émerveillement, la magie que ça pouvait créer. J'ai dit, c'est sûr qu'il faut transposer ça à échelle au niveau du public. On a commencé dans les résidences pour personnes âgées, dans le fond, les retraités, les CHSLD. C'est là qu'on a commencé, on a vu l'intérêt. Donc, il faut qu'il y ait un lien, parce que nous, on apporte dans nos expositions le fait de collectionner, mais on est, je pense, avant tout des conservateurs et non des collectionneurs. La nostalgie, oui, mais c'est pas la principale raison pour laquelle on fait ça, dans le fond. C'est vraiment le partage de l'information. Et il faut que, oui, un jouet puisse parler de soit de l'influence qu'il y a eu, ça peut être la télévision, le cinéma, l'évolution au niveau de l'industrialisation automobile, ferroviaire, ainsi de suite. Donc, vous parlez donc d'exposition. Peut-être nous parler un peu de vos places, ce que vous faites et puis ce que vous présentez en exposition. Je sais qu'il y en a une là, qui s'en vient à Brossard, entre autres. Là, oui. On peut dire une exposition en résidence parce que vous allez être là quand même un certain temps. Mais peut-être nous en parler un peu plus. Oui, en fait, Brossard, c'est la ville de Brossard. C'est au centre culturel de Brossard, à côté de la bibliothèque. Mais depuis 2020-2018 environ, on fait beaucoup de maisons de la culture. On fait des musées. On fait le musée Sherbrooke depuis 4-5 ans, si je ne me trompe pas. Musée d'Orval. Donc, c'est ça, à Brossard, on va être vraiment à la Maison de la Culture. Mais on fait des résidences entre-temps. Là. On fait plein de résidences pour personnes âgées. Je pense que vous aimeriez être dans les écoles aussi. Hein. Oui, éventuellement. C'est un projet. C'est sûr que c'est difficile. C'est pas la même façon de rentrer dans le système au niveau scolaire. Mais je pense qu'il y a tellement... En fait, on a des visites scolaires à travers les maisons de la culture puis les musées. Puis on le voit qu'il y a un intérêt. Apprendre l'histoire à travers les jouets, je pense que ça peut être le meilleur outil académique. En fait, c'est une excellente façon d'accrocher les jeunes en envoyant un jouet. Et après ça, par la suite, expliquer un peu... Oui, exactement. Je pense qu'on a quelque chose pour
amener Ouais. l'utile à l'agréable, en fait, dans le monde académique. Ça peut être même les guerres, l'influence, au niveau des matériaux. Puis on peut aller gratter au niveau de l'industrialisation. Là, pourquoi que certaines compagnies ont mangé d'autres, dans le fond, ils ont intégré, ils ont acheté. Quels qui ont survécu versus ceux qui n'ont pas survécu, puis pourquoi, dans le fond. Ouais, c'est ça. Vous l'avez mentionné un peu tantôt, la façon dont vous vous procurez ces jouets-là. Est-ce que c'est difficile de les obtenir? Et tantôt, on va en présenter quelques-uns là, qui sont quand même très particuliers, mais Oui. est-ce que c'est difficile? Parce que souvent, ces pièces-là peuvent avoir un sentiment pour la personne qui le possède. Oui. Mais est-ce que c'est difficile de négocier pour obtenir ces jouets-là? Et vous en avez combien aussi dans votre collection? Le combien, ça, c'est toujours la question. Ouais. C'est difficile à dire, à quantifier, parce que c'est sûr que juste durant la période des fêtes qu'on vient de passer, on était à 4 endroits simultanément. Donc, on fournit beaucoup d'établissements. Mais où les acquérir, c'est sûr, c'est difficile et en même temps, non. Ce qui est plus facile, c'est sûr, c'est d'aller sur des réseaux comme, je veux dire, sur Internet, les plateformes de vente comme eBay, sauf qu'il faut payer le prix à ce moment-là. C'est sûr que de moins en moins, on trouve les gens, comme les gens nous disent, bien, vous trouvez ça soit dans les ventes de garage. Avant, oui, mais moins de nos jours. Avec les émissions qu'on a aussi à la télévision de brocanteurs. Il y a une effervescence, puis il y a une popularité au niveau de la collection, le fait de collectionner. Mais oui, dans le fond, il y a des gens qui font des dons. Il y a souvent des poupées qui nous ont été remis parce que leur famille n'a aucun intérêt. Donc, ça nous est transmis quand ils nous ont vus en exposition. Ils voient que, dans le fond, ils ont une seconde vie. Ils ont une chance de donner une seconde vie à leurs poupées qu'ils ont depuis leur enfance dans les années 30 ou 40. Donc, est-ce que, madame, il y a un genre de jouet en particulier que vous appréciez soit pour l'histoire, pour ce que ça représente, ou vous êtes vraiment attaché là, à toute votre collection? Ben moi, j'aime beaucoup les jouets victoriens. OK. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Je trouve qu'ils ont une âme, ils ont quelque chose vraiment de particulier. Mm-hmm. Puis, tu sais, le fait aussi que c'est rare, tu sais, on n'en voit pas régulièrement. Fait que ça aussi, ça fait que ça m'attire beaucoup. Oui. Ben, on va commencer à regarder ça plus en détail, là. Je pense qu'on va commencer avec celui-ci, parce qu'il y a une histoire derrière ce camion-là qui est assez particulière. en fait, c'est un camion allemand de la compagnie Distler. On va le prendre pour le montrer à la caméra, s'il vous plaît. Oui, voilà. Ouais, la compagnie Distler était une compagnie allemande durant les années 30. Donc, on était avant la Deuxième Guerre mondiale, juste avant. Donc, on comprend facilement que durant la Deuxième Guerre, tout a été dévasté. Il y a beaucoup de compagnies qui n'ont pas survécu. Donc, ce qui est exceptionnel, c'est que à cette époque-là, on n'est pas encore dans le monde des jouets à batterie comme le robot qu'on voit ici. Fait que les Allemands le jouet était mécanique au niveau de le faire avancer. Il y a vraiment ici, il y avait un endroit pour le remontoir, dans le fond. Mais les Allemands, je peux vous le montrer tranquillement, là, je vais vous le montrer en dessous, il y avait un endroit pour mettre les piles. OK. Dans le fond, il y avait une grande pile que j'ai jamais vue. J'ai jamais vu à quoi qu'elle ressemblait à cette époque-là. Puis c'était uniquement pour allumer les deux phares en avant. C'était même pas mécanique, c'était juste une façon de rendre le jouet plus interactif. Mais on s'entend qu'à cette époque-là, déjà, c'est un jouet qui était probablement destiné à des gens qui étaient en moyen, dans le fond. Mais de concevoir un jouet comme ça, qui était mécanique et électronique, si on veut, dans le sens qu'il y avait une pile, on est avant de son temps. Là. Puis déjà qu'il n'y en a pas survécu. Et on rajoute aussi le fait qu'on est au Québec ici. C'était pas des jouets qui étaient vendus ici à la population. Et c'est cette pièce-là, je pense, qui a appartenu à Vittorio, là, celui qui a dessiné le logo Juste pour rire. Oui, ben en tout cas, c'est ce qu'on nous a mentionné parce qu'il y a une dame qui nous avait vendu une partie de sa collection qui venait de son frère et ce frère en question était ami avec Vittorio. Bon. Donc, de fil en aiguille, on a eu des collectionneurs, des amis qui sont dans le monde des collections, puis ils ont eu affaire avec la même dame, puis oui, ils nous ont confirmé, sans nécessairement avoir la preuve écrite, qu'on a beaucoup de pièces qui appartenaient à Vittorio, mais possiblement, en tout cas, du moins. Mais c'est un collectionneur, puis on peut le voir dans les archives, ils ont fait des recherches sur Internet. Alors, ce ne serait pas étonnant, c'est ça? Ça ne serait pas étonnant, mais c'était des qualités de pièces, parce que dans le fond, si je ne me trompe pas, sans avoir nécessairement beaucoup lu sur le personnage ou sur la personne, il a collectionné une partie de sa vie en Europe. Donc, c'est des jouets européens qui n'étaient pas disponibles à cette époque-là ici. Donc, oui, c'est une pièce assez exceptionnelle.
souvent, il manque des personnages, les petits pompiers. C'est vraiment à l'image des camions de l'époque, des années 30. Okay. On va y aller avec le robot. Oui. Hein? Parce que c'est toujours intéressant, des robots. Tu as nous expliquer l'histoire de ce jouet-là. Oui, en fait, là, on est vraiment à l'époque des jouets modernes qu'on appelle, des jouets à piles. À l'époque de l'ère spatiale, la course à la Lune entre l'URSS et les États-Unis. Donc, on touche vraiment à l'histoire au niveau de cette période-là, qui est quand même assez importante. Les compagnies de jouets n'ont pas manqué, dans le fond, la chance de développer leur industrie à travers les jouets de l'espace. Même dans le monde des collectionneurs, juste les jouets de l'espace font partie d'un univers. Tout à fait. D'un univers quand même à part entière, là, unique. Donc, celui-ci date de 1957, une compagnie japonaise. Dans le fond, après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon a dû se réindustrialiser, dont dans le monde, dans l'industrie du jouet. Donc, on a une panoplie de jouets à piles, dans le fond, que le Japon a fabriqué après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on est dans les années 50. OK. Ouais. Bon, il y a un Mickey Mouse aussi. Bon, qu'est-ce qu'il a de particulier, cette poupée? Notre petit Mickey, dans le fond, c'est un des premiers. Dans le fond, la compagnie Steiff, la compagnie allemande, fabriquait beaucoup de peluches, mais dont un des premiers à fabriquer Mickey durant les premières années de Mickey Mouse, dans le fond, les années 30. Je ne me trompe pas, Mickey est paru en 1929. Oui. Donc, toute la décennie qui a suivi, on fabriquait beaucoup de peluches. Ils sont difficiles à trouver, un petit peu moins peut-être aux États-Unis, mais ici au Québec, on était quand même assez chanceux de mettre la main sur notre petit Mickey. Mais c'est toujours un personnage iconique, mais il fait quand même, c'est un témoin de l'histoire du dessin animé, de l'animation de cette époque. Je veux dire, si on transmet ça aujourd'hui, on va sortir un film, par exemple, de Spider-Man. Il y a tant de millions attitrés aux jouets dérivés. Mais ça a commencé à quelque part, les jouets dérivés. Et Mickey n'était pas un premier. Il y en a eu avant. Oui. Mais c'est quand même un des premiers de ces générations-là. Où il y a très peu de compagnies qui avaient dans le fond, les droits de produire les jouets Mickey Mouse, de Walt Disney, en fait. Oui, tout à fait. Et anecdote pour Mickey Mouse, donc vous dites c'est 1929? Lui date de 35 environ. Mais pour le personnage? Oui, exact. Moi, j'ai un petit-fils de 2 ans et je peux vous dire que les Mickey Mouse, ça fonctionne très bien encore. Ouais. Et je le vois sourire sur certaines. Et c'est vraiment... Il y a des personnages intemporels. Oui, intemporels. On a même Popeye, dans le monde des collectionneurs, tout ce qui est Popeye est très prisé. Donc, il y a des franchises comme ça qui sont... Barbie, c'est un meilleur exemple. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Bon, là, on a 2 autos ici, au milieu de la table. Je vais tasser ça ici pour aller la chercher. Oui. Peut-être raconter l'histoire de ces 2 autos-là, d'abord à partir de cette... En fait, ici, il y a une histoire quand même très, très intéressante et particulière. C'est que c'est pas la première version de ce jouet-là. La première version est parue aux alentours de 1954-55, qui était japonaise. Donc, qui est à l'image de la voiture de course Indy 500. Sauf que la première compagnie japonaise n'avait pas demandé les droits au fabricant de la voiture Indy 500. Donc, les jouets avaient été rappelés. Il en reste encore quelques-uns sur le marché de la compagnie japonaise, mais cette version-ci, c'est une version française. Dans le fond, la compagnie GEN, G-E-N, qui a été fabriquée en France, mais qui est tout aussi rare, dans le fond, qui date de 1956. Il y a quelques petites variantes. Le nom n'est pas le même. Les bras sont en celluloïde, une espèce de plastique de l'époque. Mais la version japonaise, qui était de la même époque, était les bras en métal. Mais c'est un jouet qui est très rare. À l'époque, c'est pas tous les gens qui pouvaient, j'imagine, encore là, se permettre. Puis avec l'effervescence des jouets, il y a eu tellement d'autres jouets, les jouets de l'espace, les jouets à piles, en fait. Donc, mais c'est une pièce quand même exceptionnelle d'avoir ça encore même ici en Amérique, là, au Québec. Donc, il ne faut pas oublier le contexte socio-culturel. C'est pour ça, oui, tout à fait. Tout à fait. Les familles étaient ça plus augmente grandes. la valeur du jouet et de ce qu'on a en collection. Oui, exactement. Puis les familles étaient plus grandes. C'était pas rare d'avoir des familles de 10, 15 enfants. C'est pas tout le monde qui pouvait se permettre d'acheter des jouets à tout le monde, à chaque enfant, où ça se transmettait les jouets d'un enfant à l'autre. Donc, c'est pour ça que les jouets ils ont une usure, mais on est chanceux parce que toutes les pièces qu'on vous présente ici, ils ont eu une vie exceptionnelle. Puis les enfants sont attachés. Hein. Quand on leur donne un jouet, un cadeau,
même en grandissant, moi, j'ai eu des enfants, puis leur premier toutou, bien, ça restera toujours leur premier toutou. Oui, tout à fait. Peu Puis, importe l'âge qu'ils ont. le meilleur exemple, c'est souvent les poupées. Ouais. Et surtout en résidence pour personnes retraitées, là, qu'on fait des expositions, puis ils nous disent j'ai reçu une poupée et je l'ai gardée. Ouais. Donc, c'est ça. Souvent, ils en recevaient une, puis on retransmet ça aujourd'hui où ce que l'abondance est. Je pense qu'il y a d'autres choses. Il y a peut-être des petites leçons à apprendre de vie que quand on en reçoit moins, des fois, on fait plus attention, on y tient plus que d'en recevoir 10 ou 15. Il nous reste à peu près une quarantaine de secondes. Peut-être Ouais. donc, la question qui m'amène, c'est est-ce que vous avez des plans? Est-ce qu'il y a d'autres. Des expositions ou un plan pour le futur, là, pour améliorer la collection ou vous faire connaître un peu plus? La collection en tant que telle est quand même assez vaste. Je pense qu'on peut déjà comme rouler à plusieurs établissements en même temps. Mais notre but, c'était vraiment, je pense, notre prochaine étape est de franchir l'étape des écoles. OK. D'aller vraiment au niveau de la découverte de l'histoire à travers les jouets. C'est sur ça que j'ai commencé. Ma vision a été à partir de ça, puis je veux continuer, dans le fond, à transmettre, dans le fond, l'histoire des jouets à travers notre société. Oui, on va l'espérer parce que c'est très éducatif et surtout très intéressant. Ben, merci beaucoup à vous deux. Bravo pour cette ça me fait super plaisir. Merci de collection. l'invitation. On est retourné en enfance le temps d'une entrevue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On revient après la pause. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Première partie, on parle des randonneurs avec Carole Millard et Jean-Marc Trudeau. Et deuxième partie de l'émission, cyclotourisme en Montérégie avec Amélie Caron. Manquez pas ça. Il y a un dossier qui a fait les manchettes au cours des derniers mois et même des dernières années. C'est tout le dossier des migrants illégaux qui traversent surtout les frontières américaines là, dans notre région, particulièrement le chemin Roxham. Et je voulais faire le point là-dessus pour savoir, où on en est avec la situation et le travail également de la GRC dans ce dossier-là. Et je reçois Mme Martina Pilarova, caporale au Bureau des communications Région de l'Est pour la GRC. Mme Pilarova, bonjour. Bonjour. Je sais que c'est votre première entrevue, mais ça va bien se passer. Vous allez voir, on va briser la glace ensemble et ça va bien se passer. Bon, je parlais donc de ce problème-là qui existe depuis... en fait, ça a fait la manchette surtout là, avec la pandémie. Il y a beaucoup de demandes de migrants par le chemin Roxham. Peut-être nous parler de la situation actuelle. Est-ce qu'elle s'est améliorée, détériorée? Peut-être nous parler un peu de cette situation-là qui nous touche parce que la frontière est commune ici avec les États-Unis, bien sûr. La situation à la frontière présentement est stable. Et ça, on peut dire à partir de mars 2023 que les modifications à l'entente sur les tiers pays sûrs sont entrées en vigueur. Donc, c'est sûr que ça a diminué beaucoup des entrées illégales vers le Canada. Mm-hmm. On voit une fluctuation qui est tout à fait normale. Quasi quotidiennement, nos patrouilleurs font des interceptions. Par contre, c'est vraiment rien à comparer avec ce qu'on a connu pendant le chemin de Roxham. Bon, justement, on en a parlé beaucoup, mais est-ce que c'était une situation qui était hors norme ou ce passage de migrants-là illégaux là, à nos frontières était réel, mais on en parlait un peu moins? Mais c'était hors norme pendant que tous les migrants se présentaient sur le chemin Roxham. Mm-hmm. Alors, après mars 2023, quand on voit vraiment un shoot de nombre de personnes qui entrent illégalement, comme je mentionnais l'entente sur les tiers pays sourds, tout de suite après, ça a vraiment changé beaucoup notre réalité à la frontière. Donc, ça a stabilisé le tout et tout ça. Quel est votre travail, justement, de la GRC dans ce genre de dossier-là? Là? Parce qu'évidemment, les gens qui traversent les lignes, là, ils n'appellent pas pour dire on traverse illégalement. C'est quoi votre travail et comment vous travaillez là, concrètement pour lutter contre
ce passage-là illégal? Alors, premièrement, le mandat de la GRC, c'est de sécuriser la frontière entre les points d'entrée officiels. Alors, tout ce qui se passe entre les points, c'est le travail de la GRC pour s'assurer de la sécurité. Là, on ne parle pas seulement de migrants illégaux, mais on parle aussi de trafic de stupéfiants, trafic des armes à feu, etc. Alors, il y a plusieurs options. Comment est-ce qu'on peut faire notre travail? On peut recevoir des appels de nos partenaires aux États-Unis, de USBP, qui nous donnent l'information. Ils ont vu quelqu'un qui traverse la frontière vers le Canada. Ça peut être nos patrouilleurs sur le territoire qui vont rencontrer cette personne. Ça peut être aussi technologie qui nous laisse savoir qu'il y a quelqu'un qui est dans le bois, qui traverse la frontière. Bon. Mais revenons à ce dossier-là. On va revenir sur d'autres dossiers plus tard, mais quand on parle de migrants qui traversent les lignes, bon, le chemin Roxham, c'est l'exemple le plus connu dans la région, mais comment vous arrivez à intervenir dans ce genre de dossier-là? Mais comme je vous ai dit, on reçoit soit l'information ou on voit quelqu'un qui traverse illégalement, on va arrêter cette personne. S'ils ont traversé la frontière illégalement, on va les arrêter. Okay. On va... Mais c'est ça, mais ça m'amène à dire que comme ce n'est pas une frontière commune, là, où il y a de la sécurité, donc le signalement se fait par des citoyens de la région, des patrouilles policières, comment ça se fait? Mais le signalement peut être fait par des citoyens, par nos partenaires de USBP qui nous appellent pour nous donner l'information. Ça peut être des patrouilleurs qui voient sur le territoire soit des personnes ou des véhicules qui sont suspects, etc. Ça peut être fait aussi par technologie. Vous savez qu'on a une panoplie de technologies qui nous aident à faire notre travail. Alors, tout peut débuter avec n'importe quel de tels scénarios. Bon. Vous aviez parlé, donc, là, on parle des migrants, mais vous avez parlé aussi de drogue. Et Donald Trump fait du fentanyl un cheval de bataille en disant que le Canada est un point d'entrée du fentanyl aux États-Unis. Il y a des heures de réduction aux douanes actuellement, en cas post-frontalier, en tout cas dans le Haut-Richelieu. Est-ce que la GRC sera appelée à ajouter des effectifs à ces douanes-là pour justement aider à contrer le passage illégal de drogue? Mais comme je vous ai dit, on est responsable de la sécurité entre les points d'entrée. Si jamais... Mais s'il n'y a plus de points d'entrée, par exemple, et avec la fermeture, parce qu'il y a des douanes qui seront même fermées. Ça fait partie de notre territoire. Okay. Dans ce cas, ce n'est pas une entrée qui est officielle, alors ça va faire partie de notre territoire. Oui. OK. Mais est-ce que c'est un réel problème, ce problème-là de fentanyl, comme Donald Trump le mentionne? Les statistiques présentement démontrent que moins que 1% de fentanyl qui se retrouve aux États-Unis provient du Canada. Donc, vous répondez un peu à la question, parce que tout le monde, justement, sortait ce chiffre-là, et c'est démontré que c'est ça. Oui. Ouais. Par contre, je peux partager avec vous qu'au Québec, on ne voit pas nécessairement la présence de fentanyl. Nous, la GRC, on demande des laboratoires clandestins avec d'autres substances, mais on n'a pas vu de fentanyl. Ça ne veut pas dire que les autres corps policiers ne le voient pas, mais à notre niveau, à la GRC, je peux vous dire que ça ne cause pas nécessairement un problème. Oui. On va élargir ça un peu au rôle de la GRC, parce que, bon, on en a parlé, je sais que vous appliquez les lois fédérales, mais je pense que les gens sont plus ou moins au courant, justement, du travail que vous faites, parce que quand on parle de la GRC, c'est souvent des arrestations aux douanes, des choses comme ça, mais c'est beaucoup plus large que ça. Peut-être prendre l'occasion pour nous expliquer un peu le rôle que vous faites, là, parce qu'il y a un poste ici dans le Haut-Richelieu, donc peut-être nous parler un peu de ce que vous faites là, concrètement. Est-ce que vous voulez le mandat généralement ou spécifique pour le détachement ici à Saint-Jean? On peut y aller pour les deux. De la GRC, on va y aller largement et puis au Richelieu également. Alors, au Richelieu, c'est notre détachement frontalier. On s'assure de la sécurité des frontières. Comme je dis, passage clandestin, trafic de drogue, trafic de stupéfiants pour les frontières. Parfait. Alors, on peut avoir des enquêtes pour des personnes qui entrent illégalement, pour des passeurs, parce que vous savez que des passages clandestins, mais il va y avoir certaines personnes qui vont les planifier. Ouais. Alors, on peut avoir des dossiers ou des enquêtes de passeurs. Là, si je vais plus pour la GRC en général, oui, on a le mandat fédéral au Québec. Alors, notre mandat, c'est crime organisé, sécurité nationale,
protection des personnes de marque. On est présent dans les aéroports des ports maritimes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça se peut qu'il y a d'autres choses, mais en gros, ça va être ça. Oui, je comprends. On va revenir parce que ça aussi, c'était un sujet, les passeurs. Ça aussi, on en entend parler depuis quelque temps déjà. Je sais que ça existait, mais il me semble que les médias le rapportent beaucoup plus. Est-ce que c'est un phénomène également là, qu'on a remarqué qui est en hausse depuis quelques années? Mais je pense que c'est vraiment que c'est plus médiatisé. Oui, hein? Parce que ce qu'on fait présentement à la frontière, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On n'a pas commencé à sécuriser la frontière, on n'a pas commencé à être présent sur les frontières. C'est quelque chose qu'on fait, ça fait des années. C'est juste que c'est beaucoup plus médiatisé. C'est pour cette raison que vous entendez beaucoup plus au niveau des enquêtes ce qu'on fait ici à la frontière. Oui. Je pense que vous aimeriez peut-être indiquer aux gens là, que, en fait, donner un numéro de téléphone si les gens ont besoin justement de votre service, de vos services pour quelque raison que ce soit. Peut-être nous mentionner le numéro de téléphone, comment vous joindre, et puis par la suite, peut-être nous expliquer un peu là, concrètement. Là, bon, vous l'avez expliqué un peu, mais lorsque vous recevez l'appel, qu'est-ce qu'il y en a ensuite? Peut-être avec vous travaillez conjointement avec les corps policiers d'ici, là, mais peut-être nous expliquer ça un peu. Là. Alors, le numéro de téléphone qui apparaît sur l'écran, c'est le numéro que vous pouvez appeler pour nous signaler si jamais vous voyez quelqu'un à la frontière, des personnes qui vivent proche de la frontière. Ça peut arriver que vous allez voir des personnes qui se promènent à la frontière. Alors, vous pouvez appeler ce numéro ici. Par contre, vous pouvez aussi appeler 911 si jamais vous avez besoin de l'aide policière. Oui, je vais y aller d'une dernière question avec la sécurité à la frontière. Donald Trump en demande davantage. Visiblement, ce n'est pas suffisant parce qu'il va probablement agir avec des tarifs douaniers. Est-ce que vous allez être appelé justement à peut-être à augmenter les effectifs aux frontières pour contrer ça? Pour prendre vraiment une décision telle comme vous demandez, ça va décider à plus haut niveau que moi. Par contre, ce que je peux vous dire, la situation à la frontière est dynamique. Ça change vraiment souvent et vite. Nous, on analyse toujours de près cette situation et on est capable d'ajuster nos ressources et les envoyer où est-ce qu'on en a besoin. Mais Mme Pilar-Roman, merci beaucoup. Ça nous éclaircit un peu plus sur le travail que vous faites aux frontières parce que ça nous touche directement de toute façon. Merci beaucoup et puis on va suivre ça de près, bien sûr. Ça me fait plaisir. Merci, au revoir. Voilà, c'est tout pour cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine, mesdames et messieurs. Au revoir.